à l'époque. Merci d'être venu pour assister à ce séminaire. Donc on a le plaisir d'accueillir Daniel Rouen, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille au LESIA, à l'Observatoire de Paris. Il est un peu spécialiste des exoplanètes, dans le domaine des exoplanètes, le cœur des galaxies également. Il est membre de l'Académie des sciences et je dirais aussi qu'il est co-auteur d'un très très bon livre, Les méthodes d'observation en astrophysique. Il est co-auteur avec Pierre Dénin, au sujet. Et donc il va nous parler aujourd'hui sur les exoplanètes, le monde des exoplanètes, leur démographie, leur détection, etc. Voilà. Merci. Bon, je crois que par dire d'abord que je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai entendu beaucoup parler de cet observatoire. Avec des micros, la petite salle aussi. Ça fait très plaisir. Donc, merci à votre directeur de m'avoir invité. Merci aussi à Nathalie. Alors, et puis aussi, ce que je peux rajouter quand même plus, tu n'as pas dit, c'est que je suis algérois, je suis né à Alger. Moi-même, vous voyez, donc je retrouve mes racines ici à Alger. Donc, je vais vous parler effectivement des exoplanètes, un sujet qui depuis 20 ans, vous voyez, 20 ans après 51 Peg B, parce que c'est la première planète, exoplanète qui a été découverte autour, on va dire, d'une étoile normale. Pour rendre César à César, il y avait quelques planètes découvertes avant, autour d'un pulsar 3 ans avant. Et donc ça fait juste 20 ans. D'ailleurs, je crois que c'est quasiment ces jours-ci qu'on fête les 20 ans que l'article était sorti, donc découvert par Michel Mayor et Didier Queloz. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, et surtout, c'est devenu vraiment un objet de recherche qui a explosé, je dirais, dans le nombre d'équipes et puis les multiplications d'instruments et de découvertes. Et donc je vais aborder, c'est surtout d'abord l'aspect des découvertes. Il y a différentes méthodes pour détecter des exoplanètes. Vous allez voir qu'il y a eu une imagination assez riche de la part des astronomes. Et puis ensuite aborder un peu l'aspect, je dirais, démographique, où on en est aujourd'hui, sans rentrer trop dans les détails, mais disons de cette population des exoplanètes. Alors, d'abord, refaire un tout petit peu d'histoire, d'historique. Cette idée qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil, eh bien, elle existe depuis très longtemps finalement, et on voit qu'il y a cette lettre donc, d'Épicure à Hérodote, 300 ans avant Jésus-Christ, avec cette phrase extraordinaire finalement, quand on réfléchit à l'époque. Les mondes sont en nombre infini, les uns semblables à celui-ci, les autres dissemblables, car les atomes étant en nombre infini, il n'est rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. Et puis cette idée donc, a été reprise par d'autres penseurs ensuite dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, Giordano Bruno, qui a dit à peu près la même chose. Lui, il a été condamné au bûcher pour ça, entre autres, pas que pour ça, mais entre autres pour ça. Alors, et puis donc, voilà, les astronomes ont finalement été convaincus depuis longtemps qu'il devait y avoir d'autres planètes autour des étoiles, donc des autres soleils finalement qui nous entourent et qu'on trouve notamment dans notre galaxie. Alors ça marche, oui ça marche. Donc des étoiles, il y en a beaucoup. Là vous voyez une représentation tridimensionnelle en bas, donc des étoiles qui sont juste dans le voisinage solaire, donc on a pu avoir finalement la distance et puis la position, donc on peut former finalement un volume. Donc c'est une animation bien sûr qui a été faite, mais bon, déjà autour de notre système solaire, il y en a beaucoup. Et donc, cette question, eh bien, elle a été, on va dire, résolue. On a pu apporter des réponses affirmatives en 1995, donc comme Michel Mayor et Didier Queloz, donc depuis l'Observatoire de Haute-Provence, donc en France, donc pas d'un site extraordinaire, ont pu donc découvrir cette première planète 51 Peg B. Alors pourquoi les astronomes étaient disons, persuadés qu'on devait un jour trouver des exoplanètes? Ça tient, disons, à dire deux arguments principaux. Le premier, c'est un argument de probabilité, tout simplement. Il y a des centaines de milliards d'étoiles dans une galaxie, 400 dans la nôtre, 400 milliards, un peu moins, un peu plus dans d'autres galaxies. Et puis, il y a finalement, à peu près aussi, ça c'est un hasard, mais 100 milliards de galaxies dans l'univers accessible, un univers qu'on peut vraiment observer.
Donc voilà, on multiplie les deux, ça fait des chiffres très grands, 10 puissance 22 étoiles. Ce serait quand même assez étrange que juste notre Soleil soit le seul à avoir abrité un système planétaire, mais aussi plus important, c'est que on a, disons, largement progressé sur la compréhension de la formation des systèmes planétaires, et notamment de notre système solaire en l'étudiant. Et en gros, les choses sont résumées, si vous voulez, sur cette image, en rajoutant un petit quelque chose que j'ai rajouté ici, la rotation. Un tout part, donc un grand nuage d'hydrogène et d'hélium, comme il y en a dans notre galaxie, dans toutes les galaxies, qui a un peu de rotation, comme tout objet, finalement, aucune raison qu'il soit immobile, je dirais, par rapport à un repère galiléen, donc en rotation. Et cette rotation est importante parce que, sous certaines conditions, le nuage va s'effondrer sur lui-même, simplement par autogravitation, mais parce que aussi les conditions de température et de pression étaient telles que ça s'est déclenché. Mais comme il est en rotation, on voit bien que les forces centrifuges vont s'opposer un peu à l'effondrement, je dirais, perpendiculaire à l'axe de rotation. Et donc c'est plus facile suivant l'axe de rotation. Et du coup, on a un effondrement qui va conduire à un disque. Donc il contient du gaz, de l'hélium, de l'hydrogène, comme je l'ai dit, et aussi des petits grains de poussière. Il y a à peu près 1% en masse dans tout le milieu interstellaire de petits grains de poussière en dessous du micron, nettement en dessous du micron, qui sont donc complètement imbriqués dans ce gaz. Et donc on arrive à ce disque qui contient du gaz et de la poussière, et puis l'effondrement gravitationnel continue, au centre il y a une énorme masse qui va s'agglomérer, ça va donner une étoile, mais il y a un résidu, le résidu dans le disque qui est là, et qui est composé donc de gaz, toujours avec ces petites poussières. Ces petites poussières vont se cogner les unes les autres, devenir des grains de sable dégaler les roches, etc. Et à la fin, les plus grosses vont finalement racler, je dirais, un petit peu tout ce qui est en orbite, puisque tout ça tourne, il reste toujours le moment angulaire de départ, et puis devenir donc des noyaux de planètes qui vont, certaines devenir des planètes telluriques, puis d'autres qui vont aussi ramasser du gaz et devenir des planètes gazeuses. Donc ce scénario, il commence à être vraiment bien établi, donc il mène, disons, on va dire, un système comme le nôtre, mais on en a aussi des traces, si vous voulez, dans d'autres observationnels ailleurs. Donc, alors ça, bien sûr, c'est une image d'artiste, mais cette idée qu'on a un disque au moment de la formation de l'étoile et donc des planètes au départ, eh bien, on la voit très bien, par exemple, dans la nébuleuse d'Orion. Simplement, ce sont des étoiles jeunes, et on voit très bien silhouettées sur l'émission de la région H2, donc une région de gaz ionisé, donc qui émet simplement comme un plasma, et donc qui fait une source de lumière. Eh bien, on voit se silhouetter ces disques très très bien dans cette région de formation d'étoiles. Ce sont des étoiles jeunes, donc il est logique qu'il y ait un disque. Et puis, également, eh bien, on observe tout simplement vraiment cette émission, par exemple, là encore, image d'artiste, bien sûr, enfin, vue d'artiste ici, de ce que doit être un disque protoplanétaire déjà bien évolué, dans lequel des planètes se sont formées, donc notamment creuser un sillon en ramassant la matière, eh bien, on observe dans certains objets une telle distribution d'émissions ici infrarouges, donc il y a de la poussière et même des planètes, j'y reviendrai, donc dans certains très très rares cas. Donc voilà, on avait ces indices, donc c'était pas vraiment une surprise, disons, en 1995, quand Major et Kellogg's ont annoncé cette découverte, bien que leur découverte était un peu particulière. Alors quand même donner une définition officielle de ce qu'est une planète, parce que l'Union astronomique internationale finalement s'est penchée sur la question, a trouvé que c'était important de la définir, et donc on a retenu un certain nombre de critères, c'était voté en assemblée de l'Union astronomique internationale, c'était à Prague en 2006. Donc c'est un corps qui est en orbite autour d'une étoile, qui a une masse qui est suffisante pour que la force de gravitation l'emporte sur les forces de cohésion, autrement dit, même s'il y avait des gros cailloux, ils vont s'écraser suffisamment pour obtenir à la fin une forme presque sphérique. Et enfin, ce qui est important, à éliminer tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. Autrement dit, ça veut dire que là, cette planète a vraiment raclé tout ce qu'il y a dans son orbite et ce qui est l'orbite proche, et a, disons, ramassé tous les grains de poussière, toute la matière, y compris le gaz, si on en avait encore. Et c'est en passage ce qui a fait que Pluton n'a plus
fait partie des planètes, mais est devenu une petite planète. Vous savez, ça fait un scandale du côté américain, puisque Pluton avait été découvert par les Américains. Il y a eu un vote, c'était très difficile, c'était très politique. Mais voilà, c'est ça qui explique. Et Pluton, il y a beaucoup d'autres planètes comme Pluton, ou plus grosses que Pluton. Donc effectivement, Pluton n'a pas réellement, je dirais, de raison d'être considéré comme une des principales planètes du système solaire. Au passage, il faut aussi une définition un peu pratique de ce qu'est une planète, parce qu'il y a des objets proches, mais différents, qui sont les naines brunes. Les naines brunes, c'est des étoiles qui n'ont pas démarré leur réaction nucléaire, donc qui sont en fait restées comme un embryon, mais qui se sont formées comme une étoile, c'est-à-dire comme vraiment le cœur de l'effondrement d'un système gravitationnel, et non pas dans un disque comme on l'a vu pour les planètes. Et la distinction, alors on ne peut pas la voir sur un système en train de se former, donc en fait elle est statistique. Et on voit bien que si on distribue, on regarde l'histogramme, là, en fonction de la masse des objets qui ont été détectés, alors c'est pas forcément très récent, hein, mais peu importe, on voit qu'il y a vraiment disons un point minimum, une espèce de coupure, avec ici vraiment les naines brunes qui se distribuent avec disons, le plus grand nombre, enfin le nombre qui augmente avec la masse, et puis ici les planètes qui sont bien séparées à peu près à 30 masses de Jupiter. C'est en gros ce qui est retenu aujourd'hui. 30 masses de Jupiter, on considère que c'est vraiment en dessous de 30 masses, c'est plutôt une planète, au-dessus, c'est plutôt une naine brune. Sachant bien sûr, parfois, si on découvre une planète de 33 plus ou moins 10, c'est masses de Jupiter, hein, on ne sait pas bien où la mettre, mais bon, ça c'est classique en astronomie, je dirais, observationnelle. Alors, détecter une exoplanète, donc, puisqu'on en était persuadé, il fallait le faire, et on pense bien sûr à naturellement une détection directe. Donc, je vais y revenir, mais déjà considérons un peu les paramètres de base qui sont la taille et la masse. On voit, disons que Jupiter, bon, c'est à peu près le 10e en diamètre du Soleil, la Terre 1/100e en diamètre, donc c'est déjà un vol petit, en surface ça fait beaucoup moins, et en masse, bien sûr, on est au cube de ces rapports, donc c'est déjà vraiment des très petites quantités. Mais le pire, c'est quand même le contraste. Une planète est éclairée par son étoile, donc elle ne fait que réfléchir sa lumière, et si on regarde la Terre par rapport au Soleil, pour un extraterrestre qui nous voit de loin, le contraste dans le visible, il est de 10 milliards. C'est absolument énorme. Dans l'infrarouge, ça s'améliore parce qu'il y a l'émission propre de la Terre, parce que simplement c'est un corps noir, tandis que le corps noir du Soleil, lui, il décroît, mais on est encore à 10 millions, c'est quand même vraiment beaucoup. Et si on ajoute à ça le fait que, en fait, l'image d'une étoile vue d'un télescope, c'est pas un point infiniment petit, mais c'est une tache alors soit due à la phénomène de diffraction, si on a bien tout corrigé, ou due simplement à l'atmosphère, et qui fait, on va dire, typiquement 5 microradians dans un bon site. Et ce qu'on cherche à mesurer, c'est plutôt un objet, enfin à détecter plutôt, c'est un objet qui se trouve à 0,5 microradians. Complètement noyé dans la tâche en question. Donc, vous voyez, le cumul des deux, distance angulaire très petite, contraste, fait que c'est extrêmement difficile de détecter directement une exoplanète. Bon, je vais revenir, on l'a fait, mais dans des conditions particulières. Donc du coup, ce sont des méthodes de détection indirecte qui ont été recherchées. Vous voyez qu'il y a vraiment eu l'imagination, tout ça, chaque petite branche, c'est une idée qui n'a pas forcément porté ses fruits. Et je vais vous parler de celles qui ont effectivement donné des résultats. On va dire donc celles qui sont liées au mouvement réflexe de l'étoile. Je ne sais jamais si je dois mettre un E ou pas. Je vais y revenir. Celles qui sont liées à la détection directe, parce qu'il y en a eu. Et puis celles qui sont liées à la photométrie, c'est-à-dire des variations d'éclat de l'étoile. Donc ce sont des méthodes indirectes, dans la mesure où on ne voit pas la lumière de l'exoplanète. On ne mesure que la lumière de l'étoile, mais par déduction, on déduit qu'il y a une planète ou plusieurs planètes autour de cette étoile. Alors, on va donc passer ça un peu en revue, mais simplement avant, je voulais préciser que c'est un domaine donc, vraiment très compétitif d'abord, et où, parce qu'on a affaire à des grandeurs si petites en relatif finalement,
de partout qu'il faut pousser les mesures au maximum. Donc on est à la limite de ce que la physique permet, de ce que l'instrumentation permet. On utilise des techniques high-tech et du coup c'est une source, je dirais, d'innovation de technologie. Quand on va voir des ingénieurs dans une boîte, on leur dit voilà, j'aimerais que vous nous fassiez un détecteur qui arrive à atteindre ça, ou construire un télescope gigantesque comme celui-ci avec tous les problèmes, on comprend bien que ça apporte de l'innovation. Donc dans un certain sens, on est aussi quelque part une source de ce développement technologique. Alors ça, ça c'est l'optique adaptative, j'y reviendrai un petit peu. Par exemple, on va utiliser des peignes de fréquence, qui est une invention finalement relativement récente, un prix Nobel de 2006, je crois, il me semble, de la nanotechnologie, des télescopes géants. Voilà. Première méthode, donc méthode dite des vitesses radiales, symbolisée par ce petit schéma là, simpliste. L'idée c'est d'abord, on part du fait que, qu'il y ait ce qu'on appelle le mouvement réflexe. Et finalement, si vous regardez le bassin de ce lanceur de marteau, on voit bien qu'il décrit un petit cercle, c'est logique. Le centre de gravité du système d'une étoile et d'une planète, il n'est pas au milieu d'étoiles, il est quelque part entre les deux. Et donc l'étoile, comme la planète, décrit une petite orbite. Toute petite, certes, mais c'est une orbite. Et ce mouvement qu'on va chercher, ce qu'on appelle le mouvement réflexe, pour lequel on va chercher donc ici dans cette méthode la vitesse sur cette orbite de l'étoile. Donc on ne regarde pas la planète, on ne la voit pas, mais on va essayer de détecter ça pour l'étoile. En principe, c'est tout bêtement l'effet Doppler, qui dit que si un mobile s'approche d'un observateur, le rayonnement perçu par l'observateur est un peu plus bleu, et puis si le mobile s'éloigne, il sera un peu plus rouge. Donc, appliqué à notre système d'étoiles et de planètes, on ne voit que la lumière de l'étoile, on est d'accord, que celle-ci. Dans un spectre d'étoiles, vous le savez qu'il y a des raies qui caractérisent donc les différents éléments qui sont dans la photosphère de l'étoile, et ces raies donc vont subir un déplacement suivant que l'étoile s'éloigne ou s'approche de l'observateur. Alors bien sûr, c'est énormément exagéré ici, l'effet, je vais y venir tout de suite. En fait, il est donné par cette formule, on ne va pas rentrer le détail, mais c'est peut-être dans les lois de la mécanique qu'on a appliquées ici. Et on voit déjà tout de suite qu'il y a un 10 fois 7. Ça, c'est la variation relative donc, de longueur d'onde de l'effet Doppler pour des paramètres qui sont donnés en unité commode. On dit que ça, c'est une masse de planète en masse de Jupiter, ça, la masse de l'étoile en masse solaire, et petit a, c'est la distance orbitale, enfin le rayon orbital en unité astronomique, la distance de la Terre au Soleil. Donc c'est commode, il suffit, voilà, on arrive rapidement à faire le calcul. On voit que la Terre par rapport au Soleil, c'est 0,1 mètre par seconde, c'est-à-dire que le Soleil, vu de loin, il se déplace à 0,1 mètre par seconde, c'est vraiment pas rapide. Ça fait un delta lambda sur lambda, en Doppler, de 3,10-10, vraiment petit. La première planète qui a été découverte, donc 5 planètes B, c'est plutôt 127 mètres par seconde, c'est quand même plus confortable, et 4,10-7. On comprend que ce soit ce type de planète, simplement parce que là, une planète très proche, dans le cas de 51 planètes, très proche de son étoile, ce qui a été une surprise, c'était inattendu, et du coup, ça améliore, ça met du beurre dans les épinards, si je puis dire, et voilà donc la courbe de vitesse mesurée par Kelloz, Mayer et Kelloz, pour cette étoile, où on voit effectivement l'aspect sinusoïdal, donc de la vitesse de l'étoile, finalement se modifier sur donc ici une période d'observation. L'outil pour ça, mais ça va être le spectromètre échelle croisée. Alors ça paraît un terme un peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas trop. C'est pas si complexe que ça, mais disons que c'est un spectromètre très haute résolution, donc vous voyez un très grand réseau, ce qui permet d'avoir de la haute résolution spectrale, donc on cherche vraiment à séparer au mieux toutes les raies stellaires, et croiser de façon à ce qu'il puisse, on va travailler, bon j'ai un petit peu d'optique, parlons pour ceux qui ne sont pas trop familiers, mais si on travaille dans un ordre élevé d'un réseau, on a une très bonne résolution, mais du coup les ordres se superposent, ça c'est un problème. Donc on les sépare en mettant un autre réseau ou un prisme perpendiculairement, qui lui disperse moins la lumière, mais sépare les ordres. Et du coup,
on a, si vous voulez, à la suite, imaginez que toutes ces lignes soient bout à bout, et ça nous donne un gigantesque spectre sur un très grand domaine spectral, une très grande résolution spectrale, une finesse de raies excellente. Alors, vous voyez peut-être pas trop, mais on devine ici là, les raies qui sont ici, et si on prend un tout petit bout de d'un de ces morceaux de spectre, et on voit qu'on a de nombreuses raies à l'intérieur. Et donc c'est parce qu'on a beaucoup de raies qu'on peut mesurer un décalage spectral aussi petit que ce que j'annonçais, les quelques 10-7. C'est parce qu'on a vraiment beaucoup de raies. Si on devait faire l'analyse que d'une seule raie, on n'y arriverait pas. Donc voilà, c'est typiquement, et ça cet instrument, c'est ARPS, qui est un instrument installé au Chili, au télescope de 3,60 m à la SIDA, qui est encore l'instrument roi, c'est-à-dire celui qui a fourni les meilleurs résultats jusqu'ici, donc un instrument européen, notamment piloté par des astronomes suisses. Gros intérêt de cette méthode, c'est qu'elle fournit la masse de la planète. Vous avez vu la formule, c'est logique, hein, puisque c'est l'histoire de centre de gravité. Donc elle donne la masse de la planète. Pas tout à fait, enfin plutôt un ignorant de la masse de la planète, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Les performances, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, c'était la méthode qui a fourni le plus de résultats. Les premiers résultats, puis ensuite le plus. Vous voyez, on en est à peu près à 600 planètes découvertes par cette méthode. Ici, ce sont, alors je ne me trompe pas, ce sont les points verts, les petits symboles verts qui correspondent dans un diagramme distance à l'étoile, donc rayon de l'orbite, on va dire, et masse ici dans ce diagramme. Donc vous voyez qu'on commence à couvrir pas mal en masse, c'est donné en unité de masse de Jupiter, donc Jupiter, masse de Jupiter serait là. Donc beaucoup de planètes découvertes. Mais depuis peu, c'est disons une autre méthode qui l'a supplanté dans le nombre de planètes. Au passage, donc, ça favorise des planètes massives, logique, centre de gravité, courte période aussi, là, en réfléchissant un peu, on va voir que c'est logique, donc proche de leur étoile. Mais comme on a commencé il y a depuis déjà 25 ans au moins cette surveillance d'étoiles, eh bien, on commence à avoir maintenant des périodes de plus en plus grandes, puisqu'il faut, disons, au moins 3 périodes pour avoir se persuader qu'on avait observé quelque chose de vraiment, on va dire, sinusoïdal. Deuxième méthode, la méthode des transits. Alors, illustré par ça, mais en fait, au lieu de regarder la petite animation ici, un transit, c'est lorsqu'une planète va passer devant le disque de l'étoile autour de laquelle elle orbite, et donc, si on est déplacé, nous, observateurs, eh bien, on va voir, du coup, une petite occultation d'une partie de la surface de l'étoile, et donc une diminution de l'éclat de l'étoile. Donc on fait des mesures photométriques, et donc on cherche à observer ce genre de choses. Alors notez surtout que l'échelle, c'est qui est important, puisque c'est quand même une toute petite variation. Ici, on a 0,985, donc c'est vraiment du 1,5% de variation d'éclat. Donc ça veut dire qu'on doit faire des mesures photométriques très précises. L'espace est fortement recommandé, surtout si on veut voir des petites planètes. Là, il s'agit d'une grosse planète. Le signal finalement observé étant simplement proportionnel au rapport des surfaces. Surface de la planète à la surface de l'étoile. Donc pour Jupiter, ça en vaut 1%, pour la Terre, ça serait 1 pour 10 000. Gros avantage de la méthode, elle donne le rayon de la planète du coup, puisqu'il suffit de mesurer ça et on déduit quasi, si on connaît le rayon de l'étoile, ce qui est souvent le cas, on a le rayon de la planète. Alors, inconvénient, c'est que il faut qu'on soit bien situé. Nous, observateurs, je prends une étoile quelconque, il y a peu de chances pour que je sois dans le plan orbital des planètes. Donc, être dans ce cas favorable, c'est en gros, on va dire, 1% des cas, et dans la plupart des cas, on n'est pas dans le cas favorable, donc il faut observer un très grand nombre d'étoiles, c'est la technique, donc on observe plein d'étoiles, et puis pour certaines, on observe donc ces petites variations. Alors l'outil, on fait des choses depuis le sol, mais essentiellement on peut détecter des planètes géantes, donc c'est plutôt comme de l'espace qu'on a eu les meilleurs résultats, et l'outil c'est le satellite photométrique, donc le satellite Corot lancé par la France et avec une participation européenne sur laquelle j'ai travaillé de nombreuses années, et qui a fourni donc les premiers résultats, notamment la première détection d'une planète dont on a pu dire qu'elle était petite déjà, 1,7 rayon terrestre, et rocheuse. Donc on pouvait affirmer
qu'elle n'était pas gazeuse et qu'elle avait pratiquement la densité de la Terre parce qu'on a pu en même temps faire des mesures de vitesse radiale et donc avoir la masse. Donc rayon et masse et la densité, c'était une information superbe. Par ça, je voyais que c'est quand même pas grave comme variation, 0,035% de variation du flux de cette planète. Ça, c'est en additionnant plein de mesures. Sinon, on utilise donc tout simplement c'est un télescope dans l'espace et puis les capteurs CCD qui mesurent en permanence, on fait des pauses toutes les 30 secondes à peu près. Alors Kepler a été le grand frère de Corot, est arrivé 2 ans après, et il a bien sûr une moisson plus importante puisqu'il était plus grand champ, il est resté pendant 4 ans toujours sur la même ligne de visée, et donc il a fait de très très nombreuses découvertes, et notamment si maintenant le nombre de planètes découvertes disons, n'est surtout pas, enfin, le plus grand nombre les par transit, ben, c'est grâce à Kepler. Et puis il a pu détecter des planètes encore plus petites que Corot 7b que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, je ne rentre peut-être pas trop dans les détails, parce que sinon, on n'aurait pas de temps. Alors, les performances de ce type de détection, eh bien, c'est évidemment biaisé vers les courtes périodes. Parce que plus ça tourne vite, autour de l'étoile, une planète, et plus elle passera souvent, et plus on aura de chances de la détecter, et puis surtout d'accumuler le signal. Donc ça a vraiment favorisé les courtes périodes, et on le voit très bien, toujours sur le même schéma, ici rayon orbital, masse, on a vraiment du côté des petits rayons orbitaux. Et elle est quand même probablement plus performante encore pour les petites planètes et les systèmes, parce que mesurer, disons, du 1 pour 10 000, c'est quand même plus facile que mesurer du 10-17, 10-17, pardon, 10-7 ou 10-8. Alors, en gros, il y a à peu près 1200 planètes maintenant aujourd'hui dont on peut affirmer que ce sont vraiment des planètes qui ont été détectées par cette méthode. Même si on n'a pas forcément une mesure de masse, même pour la plupart, on n'a pas de mesure de masse. Troisième méthode, détection directe. Donc là, on cherche à voir, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, on cherche vraiment à voir la planète elle-même, via une photon de la planète. Donc c'est pas disons, je ne sais pas, ça convainc plus le public en tout cas. Et pour ça, eh bien, on a besoin d'utiliser à la fois beaucoup de techniques assez sophistiquées simultanément. Alors le point de départ, c'est un peu la coronographie. Alors pour les solaires ici, bien, ça leur est familier, hein, c'est Bernard Liot qui, voulant observer donc, la couronne du Soleil, non pas que pendant les éclipses, on a vu une super photo tout à l'heure dans le bureau du directeur de l'éclipse, effectivement de la couronne lors de l'éclipse, même sans éclipse, vous voulez observer Bernard Liot, et donc il a inventé le coronographe. Alors, il a eu l'idée, on va mettre une grosse pastille noire opaque sur le Soleil pour cacher le Soleil. Mais ça, beaucoup d'autres y avaient pensé avant lui, ça c'était assez facile. Il y a eu surtout l'idée ensuite de rajouter un masque dit pupillaire qui est vraiment à cet endroit, donc une image, on va dire, en reforme de l'entrée du télescope, qui bloque donc toute la lumière diffractée. C'est vraiment le cœur de l'invention de Bernard Liot, et là, c'est comme ça qu'il a pu faire ces magnifiques photos donc, de couronne solaire avec son coronographe. Alors maintenant, on a fait de la coronographie stellaire moderne, et si vous voulez, la coronographie stellaire, eh bien, elle demande à la fois vraiment de combiner plusieurs choses. Donc d'abord, une optique la plus parfaite possible, donc la qualité des composants optiques, mais aussi corriger de la turbulence atmosphérique. Parce que sinon, vous avez une limitation énorme. L'atmosphère, avec sa turbulence à haute altitude, on va dire à peu près à 10 km et puis même près du sol, eh bien, fait que les rayons lumineux sont légèrement déviés. Donc en gros, la surface d'onde est un petit peu bossée. Alors bien sûr, c'est infime, à l'œil on ne le voit absolument pas. Mais c'est ce qui fait que la tâche au premier télescope a fait cette taille que je donnais tout à l'heure de près 5000 nanoradians, c'est-à-dire une seconde d'arc pour les astronomes à peu près, hein, mais qui est vraiment tout à fait insuffisante pour détecter des planètes. Donc l'idée de l'optique allocative, qui a été inventée il y a à peu près maintenant 25 ans, eh bien c'est donc, pour relancer la petite animation ici, hein, l'idée c'est d'utiliser un miroir déformable, alors c'est très symbolique ça bien sûr, avec des petits pistons qui donc déforment la surface du miroir et finalement décabosse, si vous voulez, l'onde lumineuse qui arrive sur lui, donc le fond d'onde, là où il y avait un creux, là on va se débrouiller pour que ça redevienne plat,
et ce qui fait que le fond d'ombre repart plat et on a du coup une qualité d'image excellente. C'est une technique qui fonctionne bien. En gros, on fait ça, disons, de l'ordre de 1000 fois par seconde à peu près, cette correction, donc il faut être très 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 rapide. Mais voilà, ça fonctionne bien, du coup on obtient vraiment la limite ultime qui est la tâche de diffraction du télescope, donc donnée par lambda sur d en angle, donc typiquement 10-7 radians pour un télescope, on va dire un grand télescope de 8 à 10 mètres. Deuxième, alors, ensuite, donc, utilisation d'un grand télescope, du coup, pour pouvoir bénéficier d'une image la plus ramassée possible. Et puis ensuite, alors vraiment, essayer, comment dire, obtenir de la cohérence de la lumière. Ça, c'est essentiel, parce que grâce à cette cohérence, et en fait, on l'a, dès qu'on atteint, si vous voulez, dès qu'on a réussi à corriger complètement avec le miroir de format, on a rendu la lumière cohérente. Et du coup, on peut produire des interférences destructives, comme avec un laser qui est cohérent, on peut faire des interférences, sinon on ne pourrait pas faire ces interférences, et des interférences destructives sur l'étoile elle-même, mais pas, bien sûr, pas sur la planète. Alors, c'est illustré de façon très simpliste et rapide par ce petit schéma qui est ici. Vous voyez que si on met l'étoile au centre de ce masque de phase qui en fait est transparent, simplement un pavé de verre, mais avec différents petits décalages ici qui valent lambda sur 2, et bien l'interférence destructive sur l'étoile va faire que la lumière de l'étoile va s'éteindre, on va dire, tandis que la planète qui serait ici, ben, ça ne va pas éteindre du tout parce qu'elle ne subit pas cet effet. Et vous voyez, ça marche. Ce n'est pas des simulations, c'est vraiment dans une caméra équipée d'un tel masque ici qu'on fait passer donc une source derrière ce masque, on voit vraiment la lumière disparaître. Alors, bon, c'est quelque chose qu'on a développé donc ici, nous, à l'Observatoire de Paris, dans mon équipe. Et puis, enfin, il faut en plus, tout ça ne suffit pas, malgré tout, il reste toujours des petits résidus d'image de l'étoile, parce que le contraste de 10 milliards, c'est énorme. Et donc, ces petits résidus, on va chercher à les soustraire par des méthodes différentielles, pas trop dans le détail, mais par exemple en faisant tourner, si vous voulez, l'instrument, la caméra. Donc on va faire tourner tout ce qui est optique, les speckles optiques, mais pas la planète. Donc du coup, on va pouvoir distinguer une planète par rapport au tabu, au speckle. Alors l'outil, c'est des caméras coronographiques, donc équipées de tels coronographes. Donc, notamment, il va y avoir une caméra sur le James Webb Space Telescope, qui sera donc le plus grand télescope dans l'espace de 6,50 m de diamètre, énorme, qui sera lancé en 2018, donc télescope de la NASA, mais avec une grosse participation européenne. Donc, cette caméra, une caméra donc de l'infrarouge moyen, jusqu'à 28 microns, et qui est équipée, vous voyez, notre équipe a fourni ces différents petits masques que je vous ai montrés, transparents, coronographes, qui permettront donc de détecter directement, on espère, des planètes. Et puis au sol, on a des instruments, notamment l'instrument Sphère qui a été installé il y a 1 an à peu près, mais il y en a 2 autres dans le monde, sur le télescope Gemini et puis le télescope Subaru Soleil. Et juste pour vous montrer un résultat obtenu par cet instrument Sphère, je vous montrerai un peu plus ça tout à l'heure, qui est donc la détection de 4 planètes, qui était déjà connue. Et vous voyez la qualité de l'observation, c'est-à-dire qu'on a pu supprimer la lumière de l'étoile par la coronographie, mais aussi par les traitements, il y a du traitement là-dedans, notamment par la rotation. On voit parfaitement apparaître ces 4 planètes et les œuvres pareil. Alors, l'instrument Sphère, c'est un instrument très complexe, qui comporte 3 voies, je ne vais pas du tout le détailler, mais juste pour vous donner un peu une idée de ce qui est maintenant un instrument. Moi, je vois, quand je compare à ce qu'on faisait, j'arriverai pas, si. Quand j'ai commencé ma carrière, on tenait des instruments qu'on est collés sur le télescope, on les portait à la main. Maintenant, on a des instruments qui font 4 tonnes. C'est vraiment un truc très complexe, avec de l'optique adaptative, des masques et des contrôles partout, si vous voulez, très très raffinés, mais qui permettent d'obtenir les performances que je vous ai montrées. Ça, c'est sur le VLT, donc le Very Large Telescope européen. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure, ça paraît une mission impossible de détecter une planète directement, parce
parce que 10 milliards, c'est absolument énorme. C'est vrai que ces instruments ne peuvent pas encore détecter des planètes avec des contrastes de 10 milliards. Mais en revanche, il y a des situations où on peut le faire, et notamment dans le cas des systèmes jeunes. L'étoile est jeune, donc les planètes sont jeunes aussi, forcément, et comme elles sont jeunes, elles sont encore en contraction gravitationnelle. Donc elles relâchent de l'énergie, donc elles chauffent, sous-chauffent. Et du coup, dans l'infrarouge, on va dire infrarouge proche, infrarouge moyen, le contraste est bien meilleur par rapport à l'étoile. On n'est plus que dans les 100 000, on va dire, 10 puissance 5 de contraste, et là on peut vraiment faire des choses. Donc là, ça c'est vraiment une jolie découverte. C'est le système 51 PEG, donc c'est une étoile qui est donc très jeune, à peu près très jeune comme astronome, 12 millions d'années, donc c'est vraiment la petite enfance de l'étoile. On voit au passage le disque dont je vous ai parlé de formation de l'étoile, mais vu par la tranche. C'est pour ça que ça fait des flammes, c'est bizarre, mais simplement il est vu comme ça par la tranche. Donc c'est de la poussière, simplement, de la poussière qui est encore chaude, si vous voulez, qui est émise donc dans l'infrarouge. Ça, c'est des images infrarouges. Au centre, il devrait y avoir l'étoile, mais on l'a effacée par les méthodes de chronographie et traitement numérique. Et là, vous voyez ce qui se ressemble à deux planètes, mais en fait, elles ne sont qu'une. En fait, c'est une planète. Alors, ce que je racontais tout à l'heure à votre directeur, c'est un beau, finalement, bel exemple où on va rechercher des vieilles données. Enfin, des vieilles. Elles dataient de 2003. À l'époque, on s'intéressait surtout à ça. Vous n'imaginez pas qu'on pouvait détecter une planète avec notre instrument. C'est l'instrument NACO qui était installé sur l'ILT. Et Anne-Marie Lagrange, le créateur de Grenoble, a dit « Mais moi, j'ai envie de reprendre ces données et de les regarder. » Elle l'a regardé, puis elle a détecté, à la limite, disons, cette planète. Elle nous a dit, membres de l'équipe, on s'est tous mis, on a regardé. Ah oui, tu as raison, c'était bien ça. Alors tout de suite, on a dit, bon, on va la réobserver, et elle n'y était plus. On a réobservé, c'était un champ vide. Bon, on va attendre. Probablement, c'est qu'elle est passée derrière l'étoile, donc là, complètement éblouie par l'étoile, on ne peut rien faire. Et on va attendre qu'elle réapparaisse. Donc, il y a une prédiction qu'elle va être faite, et elle a réapparu depuis, donc on l'observe régulièrement pendant plusieurs mois chaque année, on progresse de plus en plus. Donc c'est vraiment un beau résultat. Vous voyez, on peut les chercher dans des vieilles données, parce que tout le monde aurait pu le faire finalement, ces données étaient publiques. Voilà, ce type de résultat. Et puis le deuxième cas qui est possible aussi, c'est lorsque l'étoile est vraiment très froide, et là en l'occurrence, c'est la vraie première planète ici détectée directement, mais autour d'une naine brune. Donc elle est en orbite, elle, autour d'une naine brune, donc qui est très froide, qui émet très peu de contraste, et là aussi bien meilleur. Et donc vous voyez, ça date de 2000, je crois 2005, il me semble, toujours par la même équipe, au passage, grenobloise. Voilà. Alors, voilà, pour l'instant, aujourd'hui, toutes les planètes détectées sont dans ce cas-là, c'est-à-dire ce sont des objets, ou de ce style, ou des objets jeunes, donc avec un contraste pas trop élevé. C'est forcément une méthode qui est biaisée vers les grandes orbites, puisqu'on veut des objets les plus éloignés possible pour être éblouis par l'étoile. Vers les grandes masses, parce qu'il faut des grandes surfaces quand même pour de réflexion de l'émission ou d'émissions propres, et des étoiles jeunes, comme je viens de le dire. On en a aujourd'hui à peu près 50, enfin à peu près, oui, je ne sais pas, je ne suis pas allé revérifier le dernier chiffre, mais de l'ordre de la cinquantaine qui ont été découvertes par ces méthodes. Et donc vous voyez dans le diagramme, elles peuvent vraiment les très grandes distances orbitales, c'est logique, et les grandes masses, on détecte des planètes géantes à assez grande distance de leur étoile. Au passage, la mesure peut fournir aussi la température, l'orbite et même quelques indications sur éventuellement leur atmosphère. On commence ce genre d'études. Quatrième méthode, tu m'accordes combien ici? Bon. Quatrième méthode, les lentilles gravitationnelles. Alors là, c'est une méthode un peu particulière, donc là encore illustrée par ce petit schéma simpliste. L'idée, c'est de rechercher la signature d'un événement de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire qui est l'amplification, suivez bien, de la lumière d'une étoile lointaine, parce que simplement une autre étoile plus proche, en gros le mieux c'est quand elle est à mi-distance, passe exactement sur la ligne de visée et va produire un phénomène de courbure des rayons lumineux, parce qu'elle est massive. Et si en plus de ça il y a une planète
autour d'elle, eh bien, cette planète peut produire un petit événement. Et donc, c'est cette combinaison qu'on recherche. Autrement dit, on est dans ce cas-là, une étoile assez brillante, très lointaine, hein, typiquement, je dirais, à la distance pratiquement du centre de notre galaxie, 8 km/s, 25 000 années-lumière à peu près. Et puis, une étoile passe, parce que simplement elle a une vitesse, hein, toutes les étoiles de la galaxie ont des vitesses par hasard, elle passe, elle a une planète autour, elle va produire, elle, un phénomène d'amplification, simplement parce que c'est de l'optique, hein, c'est une lentille qui concentre la lumière sur le télescope, et là ça fait qu'on voit une luminosité de cette étoile augmentée, et puis on peut espérer voir un effet de la planète, et effectivement, de temps à autre, alors ces événements lentilles sont connus, hein, de temps à autre on observe, on voit donc les signaux qui augmentent, c'est très notable, c'est pas comme pour les transits, un tout petit effet, non, c'est un facteur 3, hein, la luminosité multipliée par 3, 10 parfois, pour l'étoile, cette étoile, et puis on peut parfois voir un petit accident. Alors là, c'est un cas parfait, c'est très net, c'est facile, on arrive à bien interpréter, on a pu mesurer dans ce cas-là la masse de la planète qui était de 5 masses terrestres, donc petite planète, mais tous les cas sont loin d'être aussi faciles, des fois c'est très complexe, il y a des choses ici, ça monte, ça descend, c'est horrible disons, pour les traiteurs de signal. Alors là, il y a du travail, ils font des calculs qui durent parfois des mois, tellement, si vous voulez, c'est complexe pour remonter à l'information inverse, et en même temps, l'incertitude est souvent grande sur la masse de la planète déduite. Mais quand même, c'est une méthode vraiment intéressante. Alors, l'outil, ben, on surveille, aussi un peu comme pour les transits, on surveille des millions d'étoiles depuis le sol. On n'a pas besoin de faire ça depuis l'espace, puisque vous avez vu, l'effet lentille, c'est un effet assez important. Alors là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous devinez, une petite flèche qui pointe sur cette petite étoile, là, de rien du tout, ben, qui est en train qui probablement, enfin j'ai extrait d'un site, donc qui est en train de devenir un événement lentille. Donc quand un télescope dédié détecte un tel événement, alors il prévient un réseau, il y a toute une série de télescopes qui vont continuellement observer cette étoile, parce que simplement il peut y avoir un petit accident dû à la planète qui ne va pas être très long et qu'il ne faut pas rater, et donc on les observe continuellement. Alors au passage, donc ça fonctionne, vous verrez, il y a un certain nombre d'événements, pas tant que ça, mais qui ont été déjà détectés. Quelque chose qui pourra être intéressant, pas encore sûr, je crois que la décision n'a pas été prise, ça serait d'utiliser l'espace et notamment le satellite Euclide, qui sera un satellite consacré à la cosmologie, un satellite européen, mais qui pourrait avoir un volet de temps à autre pendant quelques mois d'observation donc de champs avec beaucoup d'étoiles pour chercher ce type d'événements. Et vous voyez, si on compare ce qu'on peut faire depuis le sol, alors le sens optique adaptatif, parce qu'il faut des réseaux de plein de petits télescopes, et puis ce qu'on fait dans l'espace, vous voyez que la qualité d'image étant bien meilleure, on peut avoir ce qu'on appelle des courbes de lumière, ce que je vous montrais tout à l'heure, là. Donc ça ressemble un peu à la précédente, mais vous voyez ici, parce que le signal sur roue est très bon, eh bien on peut détecter un petit événement ici, qui paraîtrait inaperçu si on faisait ça depuis le sol, on ne le verrait pas, ça serait dans le bruit. Là, on peut le détecter, et comme par hasard, bien sûr, ceux qui ont fait cette simulation, c'est une simulation, on est très bien, les satellites n'étant pas bien construits, mais ici, une masse solaire, une masse terrestre, et une unité astronomique, on dit la Terre, serait décelable par cette méthode. Alors, je ne sais pas si la décision sera prise ou pas par l'Europe d'avoir vraiment un tel programme ou pas sur le satellite Euclide. Bon, enfin, ça vaudrait le coup en tout cas. Alors, les performances de cette méthode, donc, c'est qu'elle est peu biaisée, comment dire, enfin, non, plutôt, elle va favoriser une zone de rayons orbitaux qui est mal échantillonnée, on va dire, par les autres méthodes. Les autres ont tendance à avoir soit les transits de vitesse radiale des petites orbites, les détections directes des grandes orbites, et cette méthode, vous voyez, elle couvre un bon domaine dans les orbites intermédiaires, notamment, en gros, on trouverait la Terre, Jupiter, des choses comme ça. Donc, on a un simple vitesse astronomique. Voilà. Mais, je le répète, ces inconvénients sont l'ambiguïté des solutions et l'incertitude sur la masse qui existe souvent. On en est donc aujourd'hui, ben voilà, à peu près un peu plus de 30 événements dont on est quasiment certain que ce sont des planètes qui ont été détectées.
Et enfin, la dernière méthode que je vais aborder, c'est la méthode astrométrique, qui aujourd'hui n'a pas vraiment produit de résultats, mais qui va en produire bientôt des milliers. Alors le principe, eh bien, on est toujours dans le mouvement réflexe. Donc le réflexe, je vous rappelle, hein, c'est l'étoile qui se déplace sur une petite orbite minuscule. Hein, je n'ai pas précisé tout à l'heure, par exemple, Jupiter, qui serait seul dans notre système solaire par rapport au Soleil, ferait que le Soleil tournerait juste sur une droite tangente à sa surface. D'accord? Donc c'est vraiment une toute petite orbite. Hein. Ce mouvement, dans le cas donc, de Jupiter par rapport au Soleil, c'est 500 microsecondes. Très petit, je veux dire, c'est absolument décelable, puisque même avec l'optique adaptative, on n'arrivera jamais. L'astrométrie le peut. En revanche, la Terre par rapport au Soleil, c'est 0,3 microsecondes. Alors je me suis amusé à un petit calcul quand je présenterai à Constantine une chose relative à ça. Ça correspond à effeuiller, on va dire, une marguerite, je ne me trompe pas quand même, entre, disons, Paris et puis Washington. En gros, on pourrait, avec un télescope, disons, un bon télescope, ça demande cette performance. Vous voyez, donc on voit un pétale de marguerite vu entre Paris et Washington, ou Paris et Nairobi, je crois que vu. Tandis que ça, c'est carrément la marguerite à 3 fois la distance de la Lune, donc là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est ce mouvement, donc là, maintenant, c'est la projection sur le ciel du mouvement, et non plus la vitesse radiale qu'on cherche à mesurer. Voilà notre Soleil dans notre système solaire, ce que les extraterrestres peuvent voir éventuellement. Donc on voit l'effet principal qui est dû à Jupiter, donc c'est un peu ce que je vous disais, qu'on tourne autour d'un point qui est tangent à la surface. Et oui, ça reste, vous voyez, en microsecondes, c'est tout petit, quand même, en microsecondes, ça reste pas grand. Mais malgré tout, c'est faisable avec un satellite qui s'appelle Gaia, donc il y en a ici qui travaille sur des données de Gaia. Gaia, c'est un instrument très particulier qui va faire de l'astrométrie, qui est parfait spécialement pour détecter les planètes, mais qui pourra aussi détecter les planètes. Donc c'est 2 télescopes qui regardent à 106 degrés l'un de l'autre, et puis une très grande caméra CCD gigantesque, en fait, qui est composée de plein de CCD qui sont juxtaposés. Donc vous voyez tout ça, chaque rectangle ici, c'est un CCD, une caméra CCD juxtaposée les unes aux autres. Et puis, donc, Gaia tourne, donc précède, si vous voulez, donc les 2 télescopes visent dans cette direction. Le satellite tombe sur lui-même, et en même temps son axe précède, et en même temps tout l'ensemble tourne autour du Soleil, puisqu'il se trouve au point de Lagrange. Donc, cette combinaison de tous ces mouvements fait que tout le Soleil, tout le ciel est couvert. On voit tout le ciel, à un moment donné, il y a forcément une étoile dans le ciel, quelle que soit sa position, va passer dans un des 2 télescopes. Et l'idée, donc, c'est que 2 étoiles, alors regardez le petit schéma en bas à droite, 2 étoiles venant des 2 télescopes, eh bien, vont passer à 2 emplacements différents, mais on va pouvoir mesurer de façon ultra précise le décalage d'une étoile par rapport à l'autre, et comme elles sont séparées par une très grande distance angulaire, on va répéter ça des milliards et des milliards de fois. On va combiner des couples d'étoiles, donc ça fait énormément de combinaisons, et à la fin, puisqu'on observe 1 milliard d'étoiles avec Gaia, on va avoir un référentiel absolument extraordinaire. Et donc, il permet notamment de déceler le mouvement d'une étoile, parce qu'elle est simplement une planète orbite autour d'elle. Alors, Gaia, alors c'est plutôt biaisé vers les grandes orbites, c'est normal, hein, l'astrométrie, plus la planète est éloignée, bien plus le mouvement de l'étoile apparente sera grande, des grandes masses, bien entendu, mais malgré tout, Gaia sera capable de détecter des planètes jusqu'à 10 masses terrestres. Pas en dessous, en principe, on verra, et il devra en produire des milliers, donc peut-être 20 000 en 2019, quand Gaia, qui a été lancé il y a 1 an et 9 mois à peu près, hein, quand il aura fini tout son programme, on pense qu'on aura peut-être 20 000 planètes
détectés par Gaïa grâce à cette méthode. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de toutes ces méthodes. Donc aujourd'hui, alors c'était vrai il y a 2 mois, je crois que maintenant c'est plutôt 1980 et là 1250, pas très important. Et vous voyez qu'on a détecté donc presque 2000 planètes et surtout dans beaucoup de systèmes. Là j'ai le schéma donc, qui représente des différentes méthodes. Les planètes toujours dans ce même schéma, orbite, masse ici. Donc vous voyez qu'on commence à couvrir pas mal le domaine, mais on n'est pas encore dans le domaine des, on va dire, des masses terrestres à une unité astronomique. Ça commence à peine à être abordé. Alors très brièvement, en 5-10 minutes, oui, ça va aller, parler un peu de la démographie finalement de cette population là, de presque 2000 exoplanètes. Alors d'abord, des systèmes. Kepler, Corot, on a trouvé quelques-uns, mais Corot a trouvé à peu près 35 planètes. Donc sur le time, on en a trouvé 2 systèmes. Là, Kepler en a détecté beaucoup plus. Et vous voyez ici, sur cette animation qui est très parlante, bon, je ne vais pas la relancer, mais vous voyez donc la diversité gigantesque de ces systèmes qui ont été découverts. Il y a des énormes planètes et une petite à côté, il y a des systèmes à 7, 8 planètes. Il y a vraiment une très grande diversité, il y a beaucoup de systèmes. Donc ça, vraiment, c'est une première leçon, c'est qu'un système planétaire, c'est vraiment la règle, quasiment. On trouve vraiment beaucoup de systèmes planétaires. Et quand on a découvert une seule planète, très souvent, bon, parce qu'on n'a pas été capable de voir les autres, mais elle appartient probablement à un système. Pour ce qui est de la masse, bon, toutes méthodes confondues, donc c'est un peu la ligne bleue, on met tout en vrac sans trier. On voit très clairement se dessiner le fait qu'il y a 2 populations, une de planètes vraiment géantes, des Jupiters, même si il y a d'énormes biais qui favorisent les planètes géantes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on voit quand même apparaître clairement une deuxième population autour, on va dire, des terres jusqu'à Neptune, ce qu'on appelle les super-terres, terres, super-terres, jusqu'à Neptune. Donc il y a vraiment une population, vous allez voir que ça se confirme. Si on regarde par exemple la méthode des vitesses radiales uniquement, c'est une analyse qui a été faite par Mayor et Kellos toujours. Ça, c'est si on considère l'histogramme, si vous voulez, des masses brutes, et puis si on le corrige du fait que justement on a forcément un biais, on observe plus facilement des planètes massives, si on peut en tenir compte, statistiquement et corrigé, on voit qu'on se dessine du coup autour de à peu près 10 masses terrestres, eh bien, un pic très important. Là, bon, maintenant, on est quasiment persuadé qu'il y a une majorité de planètes qui sont des planètes moyennes, on va dire, entre la masse de la Terre et les masses de Neptune, donc qui sont également les super-terres, donc typiquement 10 masses terrestres. Il n'y en a pas dans notre système de vraies super-terres. On a des Neptune, Uranus, Neptune, mais on n'a pas de vraies super-terres au sens, on va dire, 10 masses terrestres. Et on a des planètes telluriques. Ensuite, alors, période et orbite, ben, ça va. Alors, non, c'est pas tout à fait la même chose. Comme toujours, alors là encore, si on prend tout, on met en vrac, c'est une analyse que j'ai faite il y a 1 an, prenant tous les résultats qui avaient été observés sans discriminer, on voit quand même qu'on a beaucoup de planètes à courte période, et c'est normal, parce que toutes les méthodes ont tendance, la plupart des méthodes ont tendance à les favoriser. Les méthodes de vitesse radiale et transit ont été les plus productives. Donc on a des planètes brûlantes, vraiment très chaudes, très proches de leur étoile, et puis des planètes plus tempérées, et là encore qui sont un peu séparées. Donc ça correspond finalement au fait qu'on a mis en évidence un phénomène de migration qui fait que les planètes géantes peuvent s'approcher de leur étoile. On commence à bien expliquer le phénomène de migration. Mais là encore, c'est pas ce schéma, on est d'accord, cet histogramme n'est pas représentatif de ce que sont vraiment les distributions de planètes. On devrait, si on n'était pas biaisé, avoir un énorme pic plutôt ici. Ensuite, alors, au niveau, donc du coup, toutes ces statistiques confortent vraiment le scénario, on va dire, dit core accretion, hein, donc de formation des systèmes planétaires, celui que je vous ai décrit un peu tout à l'heure au début, c'est-à-dire où on va vraiment former des planètes solides, on va dire, type Terre, dans le centre des systèmes planétaires,
c'est-à-dire en deçà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, c'est-à-dire les glaces ne peuvent plus survivre ici, dans cette région, elles sont sublimées par l'énergie du soleil, tandis que au-delà, les glaces peuvent subsister. Ces glaces vont faire que les noyaux qui vont accréter ensuite tout le reste de la matière seront beaucoup plus solides, seront plus gros si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de glace. Et en fait, ce sont les noyaux des planètes géantes, Jupiter, Saturne, sont composés effectivement notamment de glace, et en particulier aussi Uranus et Neptune. Et tout ça, disons que ça colle très très bien avec les observations qu'on a pu faire des exoplanètes. Donc planète, on va dire tellurique au centre, planète géante gazeuse avec noyaux glacés à l'extérieur. Voilà. Bon, ça je passe peut-être. Bon, je passe aussi. Bon, éventuellement, s'il y a des questions. Alors, les rayons planétaires. Donc, la tendance que je vous ai montrée tout à l'heure qui était liée aux masses, on la retrouve naturellement, assez naturellement, on va dire, dans les rayons. Donc ça, c'est plutôt les méthodes de transit qui les donnent, ces rayons. Et vous voyez qu'on a bien une population de planètes géantes, donc de Jupiter, on va dire, et puis cette population assez large de Terre à Neptune, avec les super-terres au milieu, qui est vraiment dominante. Ça, c'est vraiment solidement établi. Les planètes majoritaires dans la galaxie, on va dire, au moins en tout cas, dans le voisinage du système solaire, ce sont clairement des planètes, disons, de masse typiquement d'imasse terrestre, plutôt que des petites et très petites ou des planètes géantes. Enfin, plutôt que des planètes géantes. Ce qui concerne les petites planètes, alors c'est vrai qu'on arrive difficilement à les détecter encore, exemple, on est très biaisé de ce côté-là. Ce qu'on peut dire à partir des observations de Kepler, c'est que si on trace là l'histogramme du nombre de planètes en fonction du rayon de la planète, on voit clairement que ça monte vraiment vers les petites planètes. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de petites planètes dans la galaxie, au moins. Alors là, on ne peut plus rien dire, on ignore ça, parce que statistiquement, ça n'a plus aucun sens. Mais on voit bien que ça monte très nettement. Vous voyez ici, on est à peu près à 3 masses terrestres. Donc c'est vraiment cette tendance, beaucoup de petites planètes, plus de petites planètes que de planètes géantes. Si on regarde la densité, c'est intéressant parce que dans beaucoup de cas, on a et le rayon et la masse, donc la densité, c'est une information cruciale pour déterminer la nature, je dirais, de la planète finalement, et un peu sa composition. Et alors on voit se dessiner, voilà, il y a deux choses. Si on trace donc la densité pour les cas connus, on voit d'abord quelque chose qui correspond bien, à peu près bien à la théorie pour les planètes géantes. Pour les planètes de plus petite taille, quelque chose d'un peu étrange. Alors, bon d'abord, attachons-nous à comprendre un peu la chose, simplement par rapport aux modèles qui sont pourtant très élaborés maintenant de structure interne, vous voyez qu'il y a une abondance de planètes qui sont trop larges, enflées, trop grandes, on ne sait pas l'expliquer, même si on les irradie, ici on cherche à les irradier beaucoup, c'est-à-dire qu'elles sont très éclairées par leur étoile, ça ne suffit pas, là on a beaucoup trop de planètes, trop enflées par rapport à la théorie. Est-ce que, c'est-à-dire que la théorie a besoin d'être affinée, peut-être des modèles de structure interne qui sont plus précis à développer. La deuxième chose qu'on peut dire, mais c'est vrai que la statistique est faible, c'est qu'on a l'impression que se dessine une séquence pour les petites planètes. Le principe, elle est vraiment non prédite. Il ne devrait pas y avoir quelque chose comme ça qui concentre les petites planètes sur quelque chose qui ressemble à une droite, mais on devrait être très très dispersé. Alors, bon, simplement, c'est peut-être un effet de petit nombre, on n'en a pas encore assez. Vous voyez ici qu'en fonction des compositions extrêmes, qui serait une planète complètement de fer, c'est pas exclu, une planète pourrait être faite que de fer, une planète de roche, un peu comme la Terre, comme Corot 7b par exemple, ou une planète que de glace. Vous voyez qu'il y a un domaine quand même de densité qui est relativement important. Bon, voilà. Aujourd'hui on ne sait pas encore vraiment si c'est une vraie séquence, et auquel cas il va falloir se creuser la tête. Le rôle de l'étoile. Clairement, l'étoile joue un rôle, je veux dire, par rapport au type de planète qu'on observe, notamment d'abord la métallicité. Alors je rappelle, pour les astronomes, un métal, c'est ce qui n'est pas de l'hydrogène ou de l'hélium. Tout le reste, c'est un métal. Donc, autrement dit, quand on parle de la métallicité, c'est l'abondance de tous les éléments autres que hydrogène et hélium.
Et donc, il nous renseigne finalement sur la présence de ces petits grains aussi, finalement, puisque ça veut dire qu'il y a eu des générations d'étoiles qui ont synthétisé donc, ces éléments, et donc qui ont permis notamment, on les retrouve donc dans les petits grains de poussière. Et donc on voit qu'il y a, si on trace l'histogramme en fonction de cette métallicité, donc c'est qu'on traduit par le rapport Fer sur hydrogène, eh bien on voit très nettement qu'on a beaucoup plus de planètes lorsque la métallicité est grande. C'est assez cohérent. Ça veut dire que quand la métallicité est grande, on s'attend à avoir donc plus de petites poussières. Donc plus de petites poussières, on va plus former de noyaux qui vont accréter et donner des cœurs solides planétaires. Donc disons, ça c'est pas contre-intuitif du tout. La masse de l'étoile, bon, je me suis permis ce graphe. Alors les statisticiens diront que c'est peut-être un petit peu limite, mais on a tendance, là j'ai pris que des étoiles, des planètes détectées par coraux, et j'ai tracé la masse de la planète en fonction de la masse de l'étoile. Et on voit quand même quelque chose d'un peu significatif, que les grosses étoiles, les étoiles massives, forment des planètes massives. Ce qui encore est assez logique avec le scénario core accretion, c'est-à-dire que si on va former une grosse étoile, il y a un énorme nuage qui va donner cette grosse étoile, et là, il est logique qu'il va y avoir beaucoup de matière dans le disque, et donc on va former plus facilement des grosses planètes. J'ai pris que des étoiles, des planètes détectées par coraux, parce que du coup c'est très homogène, si vous voulez, comme échantillon. L'âge de l'étoile, au passage, une détection comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure de Beta Pictoris b, qui montre que des planètes se sont formées au bout de quelques millions d'années. Donc ça renforce énormément le scénario core accretion. Quelques millions d'années, on a des planètes qui se sont formées. Et donc ça aussi, c'est une contrainte finalement assez forte apportée par l'âge de l'étoile qu'on peut mesurer par exemple. Donc ça, je vais peut-être passer tout ça. Un dernier point sur la caractérisation des exoplanètes. Alors bien sûr, c'est le rêve de pouvoir faire la spectroscopie des exoplanètes. On commence tout juste à avoir un embryon de caractérisation. Alors, c'est simplement dans le cas des transits planétaires, on voit bien que si la planète a une atmosphère, au moment où elle va passer devant l'étoile, eh bien une partie des rayons va passer dans l'atmosphère. Bien sûr, là, c'est énormément augmenté, on a fait une gigantesque atmosphère par rapport au noyau, c'est pour besoin d'illustration, et donc certains rayons vont la traverser, donc pour produire des effets d'absorption dans cette atmosphère, et on va essayer de chercher à détecter donc, des éléments, voire des molécules, voire autre chose. Alors il y a quelques observations certaines sont très convaincantes, on est quasiment sûr d'observer vraiment ça de l'hydrogène, l'atmosphère d'hydrogène. Il y a deux planètes, on va dire, phares pour faire ce type d'études, qui sont particulièrement bien brillantes, situées, on va dire. Du sodium, du carbone aussi, carbone ionisé. Voilà, et dans cette autre planète également, la même chose. Et du potassium aussi, je n'ai pas mis, mais je suis sûr qu'il y a du potassium. Et puis aussi, il y a probablement pour celle-là une brume qui correspondrait à des particules solides. Pour les autres planètes, on va dire que c'est quand même, vous voyez des points d'interrogation de partout, c'est quand même pour l'instant un peu moins sûr, on va dire, comme résultat. Donc peut-être que si les chercheurs qui ont proposé ça ont raison, mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement affirmé. Alors si on prend cette planète, donc HD 733b, vous voyez, alors attention, il y a des modèles là-dessus, ce qui est important, c'est les mesures qui sont là. Il y a des modèles on essaie de faire passer, on va dire, mais il y a des choses qui sont assez sûres. Par exemple, là, de la diffusion scattering, la diffusion Rayleigh, qui a l'air vraiment d'être bien ajustée par un phénomène de diffusion Rayleigh, donc qui correspondra à des grains, probablement des grains silicatés. Bon, arrêt de potassium, ça, il n'y a pas de doute, on la détecte bien. Ça doit être l'arrêt du sodium, je suppose qu'il doit être là. Non, pardon, sodium ici, potassium, excusez-moi. Voilà, donc il y a un certain nombre de débuts de caractérisation de l'atmosphère de ces planètes qui sont peut-être un peu particulières. Ils vont en orbite très serrée autour de leur étoile, une planète très très chaude. Mais vous voyez qu'on peut commencer à faire un peu de physique. Si on regarde, disons, on peut accéder à un certain nombre de paramètres, je ne vais pas tous les détailler, la température, la pression, aussi. On n'a pas une détection, on va dire, détection non-détection,
ne peut pas vraiment dériver d'abondance de ce type de mesure de l'absorption, mais on a des abondances relatives. Voilà, on a un certain nombre de paramètres physiques qui commencent, disons, à être de plus en plus précis. Et les choses vont s'améliorer. Alors, what's next? Qu'est-ce qui va venir dans les années qui viennent? Donc là, on a vu qu'il y a des instruments qui vont commencer à donner des résultats, la JWST, les instruments de type sphère, peut-être Euclide, des grands télescopes. Donc si on regarde un peu ce qui se passe, depuis le sol, il va y avoir l'imagerie directe donc avec ces télescopes. Alors ça c'est jusqu'à 2025 à peu près, avec donc ces instruments nouveaux qui ont été construits pour ça, que ce soit en spectroscopie, donc vitesse radiale ou en détection directe. On va améliorer notamment les vitesses radiales, des instruments qui sont en train d'être construits pour ça, avec, et puis plus tard, bien, après 2025, on aura ces extrêmement larges télescopes. Donc les Américains construisent un télescope de 30 mètres, le TMT, l'Europe un télescope de 39 mètres qui a démarré, qui sera, on espère, en 2025 opérationnel, et qui là aussi va améliorer bien sûr l'imagerie directe et les mesures de vitesse radiale. Et puis dans l'espace, il y a plusieurs missions qui sont prévues, donc des missions de transit, pour mesurer le transit comme l'a fait Kepler, mais de façon encore plus approfondie, notamment vers les planètes de petite taille. Donc il y a des missions qui vont bientôt être lancées dans l'américaine ou européenne. Il va y avoir donc JWST dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pourra faire de l'imagerie de la spectroscopie directe. Et puis après 2025, un certain nombre de missions. Plateau européen, donc, qui a été décidé. Alors, très bizarre comme télescope. En fait, c'est parce qu'on veut surveiller, si vous voulez, un très très grand champ. Et on aimerait avoir la surface de télescope. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas, avec un grand télescope, avoir un grand champ. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de petits télescopes qui ont chacun un grand champ. Puis on mélange tous les signaux, on additionne tous les signaux, chacun a sa petite caméra. Et on additionne. Et du coup, ce plateau pourra avoir un champ tellement grand qu'il verra nécessairement des étoiles brillantes. Et s'il voit des étoiles brillantes, il pourra voir notamment des petites planètes. Plus l'étoile est brillante, et plus on a de chance de voir une petite planète, donc dans la zone habitable notamment. Et voilà, et puis il y a d'autres projets, donc peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le clip, les phénomènes de lentilles, et éventuellement de l'imagerie avec, même sûrement, de l'imagerie avec ce télescope WFS-SAFTA que va lancer la NASA 2000, je ne sais plus combien, 22, 23, 24, je sais pas. Voilà. Donc en bref, voilà un peu un résumé de ce que je vous ai proposé. Donc des techniques complémentaires, des statistiques qui deviennent de plus en plus robustes, puis les biais sont de moins en moins sélectifs. Avant, on ne détectait que des grosses planètes proches de leur étoile, c'est de moins en moins vrai. On augmente la durée, la sensibilité des instruments. On a donc ces acquis qui sont vraiment solides sur la corrélation entre la métallicité, l'âge et la masse de l'étoile. La fait que toutes les techniques finalement montrent qu'on a cette population de grandes planètes, on va dire de 5 à 15 masses de la Terre qui est très très dominante, très importante, probablement aussi beaucoup de petites planètes, donc par rapport aux planètes géantes. Le reste, je n'en ai pas comment en parler, donc je n'en parle pas trop. Et puis la caractérisation spectrale qui va devenir de quelque chose de plus important quand je pense à cette décennie. Voilà, je vous remercie. Des questions? Oui, j'aurais pu m'interrompre. J'aurais dû le dire, pardon. Non, je te remercie vraiment pour cet exposé en même temps très riche, en même temps accessible. C'est des questions. Oui. Donc, c'est quoi la zone habitable? Alors la zone habitable, c'est vrai, bon, j'ai sauté un peu ça parce que faut bien s'arrêter à un moment donné. Alors, ce que vous disiez clair, c'est aussi une recherche importante, essayer de détecter finalement un peu des cousines de la Terre dans ce qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable, vraiment le terme, la définition la plus simple, c'est de dire c'est là où de l'eau liquide peut subsister, d'accord, autour d'une étoile. Alors autour d'une étoile,
très peu chaudes, les étoiles, elles, restent très très près de l'étoile, d'accord? Donc en gros, on va dire entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius. Ok. Et puis, pour une étoile très brillante, ça sera nettement plus loin. Donc les zones habitables, elle est en distance, elle varie beaucoup d'une étoile à l'autre. Mais bon, ça compte pour un peu cette définition. Alors, pourquoi pas simplement habitable, pas habité, d'accord, c'est très important. Eh bien parce que personne n'imagine qu'il y ait la vie sans eau liquide. L'eau liquide, l'eau est un tel solvant tellement extraordinaire pour la chimie, il est indispensable pour que les molécules puissent, enfin les atomes, les ions puissent se rencontrer. C'est un solvant polaire qui permet cette... Donc voilà, dans la glace, de la chimie dans la glace, franchement ça marche pas bien. De la chimie dans la vapeur, ça marche très très mal aussi. Donc c'est un peu ça l'idée, se dire que s'il y a de la vie, vraiment il y a grande chance que ce soit... Enfin, il faut qu'il y ait des conditions nécessaires, suffisantes. Donc 0,2 à 100 Donc, pendant la journée. Celsius à 100 Celsius. Pendant la journée. Alors, température d'équilibre, oui, c'est une bonne question, bien sûr. Des gens disent, ok, ben alors, une planète qui serait qui serait pas dans la zone habitable, mais qui a une lune qui, elle, dont la température d'équilibre serait c'est-à-dire entre 0 degré et 100 degrés, ben oui, pourquoi pas aussi. C'est une sorte de zone habitable. Mais oui, on va pas trop dans le détail. En gros, cette température d'équilibre d'un corps noir, on va dire, qui se trouve donc dans une région où sa température sera entre 0 degré et 100 degrés Celsius. Et deuxième question par rapport à votre diagramme sur toutes les exoplanètes découvertes, est-ce qu'il n'y a pas une limite, une enveloppe théorique au-delà de laquelle pour l'instant plutôt observationnel. Il ne devrait pas y avoir de limite pour l'instant, on va dire, physique. Il n'y a pas de raison. Je vais y arriver. Voilà. Cette enveloppe-là, à peu près. Oui. Voilà, pour l'instant, ça reste instrumental. D'accord. On espère bien que les instruments qui vont venir peupler vraiment toute cette zone, notamment la plus basse masse ici. En gros, la Terre, elle serait à peu près, oui, pile ici, quoi, si je ne dis pas de bêtises, une forme ici. Donc voilà, mais il n'y a pas c'est pas une limite disons, de physique. Pas de limite théorique. Voilà, pas une limite théorique a priori. Donc les télescopes qu'on prévoit, pour l'instant, on peut les fabriquer. Voilà, c'est faire des grands télescopes, on les aura dans l'espace, les détecteurs.